Bonjour, bon début d'après-midi, un programme très copieux pour ce téléfoot numéro 286 avec la 13e journée du championnat de division 1, du football international, beaucoup de football international, et puis un coup d'œil aussi sur la 2e division avec Le Puy, avec Alès, qui sont les deux clubs vedettes, en tout cas les deux clubs surprises de ce championnat de 2e division pour la saison en cours. Et puis un coup d'œil aussi sur la grille du loto, puisque ce week-end, eh bien, c'était le premier week-end du loto sportif version football. Un joli succès, soit dit en passant, parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait eu 2 200 000 billets, pas tous des tickets à 5 francs. Alors, ça doit faire un joli total. Et si vous avez les 16 bons résultats, c'est-à-dire les 16 résultats qui sont marqués sur ce bulletin, qui est celui de Didier Roustan, qui a été extrêmement fort, qui devrait vous permettre de boire pendant un bon moment, car voici la copie de son bulletin. Il est en vacances, il a profité de ses jours de repos. Enfin, je vous souhaite en tout cas d'être de nombreux gagnants. On le reverra du reste de ce bulletin à la fin de notre émission. Mais on commence tout de suite par le panorama de cette journée, la 13e en première division. Il y a eu 35 buts de marqués, c'est le record de la saison. Et nous commençons tout de suite avec Frédéric Jaillant et Philippe Huy par voir les matchs que vous n'avez pas vus au cours du multifoot de vendredi dernier, c'est-à-dire les 6 autres rencontres de la soirée. Bordeaux-Bastia est la surprise du jour avec un premier but marqué par Meyer après 34 minutes de jeu. Les Girondins vont tout de même égaliser 4 minutes plus tard à la suite de ce petit numéro de Giresse qui efface 3 adversaires avant de marquer sur cette pichenette. 1-1, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Giresse va réussir un deuxième but. 2-1 pour Bordeaux. Et la surprise, elle va venir à la suite de cette faute. Un coup franc à 20 mètres. Et Solsona, à 7 minutes de la fin de la rencontre, va égaliser pour Bastia 2-2. Pas de quoi sauter de joie à quelques jours du match retour de Fenerbahçe. À Nancy qui recevait Toulon, tout est allé très vite. Premier but pour Nancy, marqué après 4 minutes de jeu par Martialis. 8 minutes plus tard seulement, deuxième but nancéien, à la suite d'un corner tiré par Zaoui et de nouveau marqué par Martialis. 2-0 pour Nancy, donc après 12 minutes de jeu. 1 minute plus tard, ouverture de Pico en direction d'Adriano Fejic, le Yougoslave de l'équipe nancéienne. 3-0 pour Nancy, qui va marquer un 4e but 3 minutes plus tard, pour mener 4-0 après un quart d'heure de jeu. Fait tout de même rarissime, un but tous les 4 minutes. Ce 4e but, le voilà. Corner de Martin, reprise de nouveau de Fejic. 4-0 pour Nancy, donc. Ça prenait des allures d'avalanche, de carton. Mais les Toulonnais vont bien revenir, tout d'abord grâce à un pénalty qui semble assez généreux. Une faute sur Albert Raymond qui transforme lui-même le pénalty et Nancy ne mène plus que par 4-1. C'est le score à la mi-temps. En deuxième période, nouveau but marqué par les Toulonnais, par Bénédet après 1 heure de jeu. Ça redevient jouable pour Toulon qui n'est plus mené que par 4-2. Mais à 20 minutes de la fin du match, Nancy va reprendre le large grâce de nouveau à un pénalty accordé par M. Zvirog, une faute sur Didier Philippe. Et c'est Fabrice Pico qui va marquer son 7e but depuis le début de la saison sur pénalty donc. Et Nancy mène maintenant par 5-2 pour l'emporter finalement dans ce match très fertile en but par 5-3. Ramos à 12 minutes de la fin du match, marquant le 3e but toulonnais sur un centre de Ricord. Nancy 5, Toulon 3. À Lille, il y a eu beaucoup moins de buts, 0-0 à la mi-temps, et le premier a été marqué à la suite de cette action. Une faute, M. Femenia siffle un pénalty légèrement discutable pour cette faute de Tarantini, mais Primorac, lui, a ouvert la marque donc sur pénalty. Heureusement, les Toulousains, si l'on peut dire, n'auront pas de regrets à avoir, car Lille va marquer un but tout à fait normal à la suite de cette action, et c'est Meudic qui le marque. A noter que ce jour-là, à la sortie d'un cinéma, un joueur de Lille, Rudy Garcia, a été blessé d'un coup de ciseau par un déséquilibré. Heureusement, Garcia va très bien. Marseille-Monaco, Marseille en blanc, et vous venez de voir le premier but marseillais par Anigo après 41 minutes de jeu. 1-0 pour Marseille, c'est le score à la mi-temps. Mais Marseille
va en 2 minutes perdre l'avantage de ce but, car tout d'abord un coup franc est accordé à Monaco et marqué par Bruno Bellone, un partout entre les deux équipes. Et après 49 minutes de jeu, c'est-à-dire 1 minute plus tard après ce premier but, eh bien Monaco, à la suite d'une combinaison entre Amoros et Bellone sur le côté gauche, marque un deuxième but pour prendre l'avantage grâce à Youssouf Fofana qui était rentré en jeu quelques instants plus tôt. 2-1 donc à ce moment-là pour Monaco, mais finalement Marseille et Monaco vont faire match nul, 2 buts partout. Centre de Bruno de la gauche et premier but du Danois Bril en championnat. Marseille-Monaco 2 partout. Laval-Strasbourg pour finir, et là aussi beaucoup de buts. Le premier est marqué par De la Montagne après 10 minutes de jeu. Le suspense sera pratiquement levé après une demi-heure de jeu, puisque les Lavallois vont marquer un deuxième but à la suite de cette contre-attaque menée par Doudé Dogon. Oudjani va obliger Chout à repousser dans les pieds de Youm et 2-0 pour Laval sur le score à la mi-temps. Il y aura 3 autres buts dans les 5 dernières minutes de cette partie. Le troisième va être une fois encore réussi par Tierno Youm, le Sénégalais de Laval, à la suite de cette action collective des Lavallois. Les malheurs de Chout ne sont pas tout à fait terminés, car Rezo va réussir une petite promenade de santé à travers la défense strasbourgeoise. Voilà, Chout est sorti, il n'a pas pu éviter Rezo, 4-0 à ce moment-là. Mais dans les 2 dernières minutes, sur ce corner tiré par Brisson, c'est Pécou qui réduit le score 4-1 pour Laval. Une équipe de Laval qui tourne et ce Youm décidément va très très vite. Alors nous allons maintenant voir ensemble les rencontres que vous aviez pu suivre dans notre deuxième multifoot de la saison. C'était vendredi dernier. Et on va commencer tout de suite par le match du leader qui avait attiré pas loin de 30 000 spectateurs au Parc des Princes. Quand le Paris Saint-Germain tourne, les spectateurs viennent. Une belle ouverture de Janol et le premier but est signé par Fernandez. 21e minute, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Janol du pied gauche, bien sûr, en super forme actuellement, lui aussi. Après une saison en demi-teinte l'an passé, il revient bien l'ex-nancéen. Exploit de Suzik, un arrêt de Crossi. Malheureusement, Crossi n'est pas gardien de but. Monsieur Delmer indique le point de pénalty. Pénalty qui est tiré et transformé par Rocheteau. 2-0, 22e minute. Le PSG est une fois de plus bien parti. Une action Suzik-Séné, la balle pour Rocheteau, 3-0, 28e minute, c'est-à-dire 3 buts en 7 minutes. Ce sont des chaos dont on ne se remet pas, surtout quand, comme la jeune équipe de Sochaux, on était privé vendredi dernier de nombreux titulaires et notamment du capitaine Albert Rust. 53e minute, Vermeulen dépose le ballon sur la tête de Suzik, 4-0 au début de la deuxième période. Et en deuxième mi-temps, après 1 heure de jeu, sur une attaque de Sochaux, une faute bénigne de Janol, Monsieur Delmer indique le point de pénalty. Pénalty transformé par Fernier. C'est le 9e but concédé par Batz depuis le début de la saison et le 6e sur pénalty. Un autre pénalty pour cette faute de Séné sera sifflé en fin de match et Dominique Rocheteau, qui avait là l'occasion d'être seul meilleur buteur du championnat de première division, le met de peu à côté. Il les rate rarement, Dominique, mais il valait mieux le rater à ce moment-là du championnat et de la partie. À Nice, les Niçois recevaient les Rennais, 2 équipes qui l'année dernière jouaient en 2e division. Les Niçois, après 25 minutes de jeu, marquent le premier but. Ouverture de Bernat pour Dominguez, 1-0 pour Nice. Mais il convient de revoir ce but au ralenti car il y avait hors-jeu de l'Argentin de l'OGC Nice. Regardez, on ne voit pas sa position, c'est dommage au départ de l'action quand Bernat fait la passe, mais il était au moins sur la même ligne que le dernier défenseur rennais. À moins qu'il y en ait eu un défenseur qu'on ne voit pas sur l'écran, mais je ne crois pas, et dans ces conditions, Dominguez était donc hors jeu. Il dribble ensuite facilement Pierrick Liard et marque dans le but vide. Donc 1-0 pour Nice à la mi-temps.
Dominguez, c'était d'ailleurs sa rentrée vendredi soir et c'était là son 5e but depuis le début de la saison en première division. L'année dernière, il avait été meilleur buteur en seconde division avec 28 buts. Monsieur Wurtz est toujours égal à lui-même. D'ailleurs, il a pas mal arbitré et les Rennais vont tout de même parvenir à égaliser après 1 heure de jeu un but remarquable de Guy Lacombe. Que va-t-il faire? Eh bien, vous l'avez vu l'autre soir, petit lob remarquablement joué de la part du Rennais. Un partout entre les deux équipes. Mais finalement, vous le savez sans doute, les Niçois à 5 minutes de la fin du match vont parvenir à faire la décision. Coup franc remarquable, absolument superbe de Carlos Curbelo, un habitué de ce genre de coup. Et Nice bat Rennes 2-1. À Brest maintenant, un match fou qui s'est dénoué à un quart d'heure de la fin. Brest mène ici 1-0 sur cette tête de Zambelli. Nantes égalise 2 minutes plus tard. Un centre que tout le monde manque, sauf Loïc Amis, un but partout. Alors les Canaries vont jouer serein et ne perdent pas la tête. Celle de Brasiliano donnant l'avantage aux Nantais ici 3 minutes plus tard, 2-1. Brest alors tentait le tout pour le tout, mais tout de suite par un formidable jaillissement, José Touré donnait le coup de grâce. Nantes gagne à Brest 3-1. Voici donc les résultats de cette 13e soirée. Vous avez remarqué, le Nantes joue serein de notre ami Georges Dominique. Elle était quand même pas mauvaise. Avec donc une seule victoire à l'extérieur, celle de Nantes à Brest. Un coup d'œil sur le classement donc. Je vous l'ai dit, 35 buts, record de la saison. Le PSG donc toujours invaincu, 24 points sur un maximum de 26. Le PSG flirte avec les records. 6 points d'avance sur Bordeaux et Nantes, 7 sur Nancy, 9 sur Lens. Deuxième moitié du classement. Il y a maintenant 4 derniers avec 9 points. Et vous le constatez, 7 équipes qui se tiennent en 2 points. Ça sent vraiment le roussi dans cette partie du tableau. Au classement des buteurs à présent, eh bien Dominique Rocheteau a donc rejoint Reinders en tête du classement. Et je vous l'ai dit encore, Dominique a raté un pénalty qui aurait fait de lui le seul meilleur marqueur de but, ce qui je crois ne lui est encore jamais arrivé. Picot, comme l'a dit Frédéric Jaillant, a retrouvé le chemin des filets. Suzik et Dominguez aussi. À noter encore les 2 buts d'Alain Giresse qui n'ont pas suffi pour sauver Bordeaux. Voilà donc pour la première division, 13e journée, mais je vous l'ai dit, dans ce téléfoot, on essaye toujours un petit peu de voir les équipes surprises, celles qui se révèlent, et c'est le cas dans le groupe A du championnat de 2e division, où bien rares étaient ceux qui attendaient Le Puy et Alès en tête du classement après plus de 10 journées. Eh bien, nous allons donc voir ces 2 équipes en action, en commençant par l'étonnante équipe du Puy, auquel notre camarade Claude Bertrand est allé cette semaine rendre visite. Le Puy, par Claude Bertrand. Le CO Le Puy sur le premier loto sportif. Ça vous fait 40 francs. Et vous avez possibilité de mettre des triples. Hugo Bargas, l'entraîneur des Poneaux, n'aime pas les jeux de hasard, mais cette fois, il se fait un devoir de cocher son équipe. Le Puy gagnant. Vous avez intérêt. Ça vous fait plaisir, Hugo, de voir le Puy sur le ticket de loto? Bien sûr, c'est très important pour nous et surtout pour les gens d'ici. Alors moi je vais miser bien entendu sur mon équipe. Et voilà, j'espère qu'on va pas se tromper et faire gagner à beaucoup de gens. Il y a 2 ans, quand il est arrivé ici, on n'aurait pas misé grand-chose sur l'avenir du CO Le Puy, modeste équipe de 3e division. Lui, Hugo Bargas, l'international argentin, après sa carrière de joueur qu'il avait conduit à Nantes et à Metz, se retrouvait dans cette petite cité de 26 000 habitants, cité prestigieuse pour sa célèbre Vierge posée sur un piton de lave, le pittoresque de sa vieille ville, sa dentelle, mais pas encore pour le football. Un football sans moyens, cohabitant avec la section rugby dans un stade de village. Et avec, en guise de siège social, un café sur la Grand Place. Pour Bargas, le principal atout, c'est l'homme qui l'a fait venir, à savoir Henri Chaise, le président du CO Le Puy. Henri Chaise, dentelier, mais surtout homme d'affaires, qui joue les Bernard Tapie dans la région, en rachetant par-ci par-là les entreprises en difficulté, et qui, comme Tapie, a la passion du sport, du football en particulier, avec le même esprit de gagneur. Quand j'étais en 4e division, je disais toujours et à tout le monde, un jour le Puy jouera en 2e division. Tout le monde m'a pris pour un fou. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2e division, alors pourquoi pas, il faut toujours essayer d'aller plus loin. Et le Puy, un jour en 1re division.
À lui les affaires, à Bargas le terrain, chacun son domaine et ça marche. Un tandem de choc qui au fil des mois a fabriqué une grande équipe avec une majorité de joueurs laissés sur la touche par les autres clubs. Ou encore carrément au chômage, comme Carlos Acosta qui deviendra le meilleur buteur de l'équipe et même du groupe. Il était à la rue, il n'avait absolument rien, et il m'a fait, je dirais même un peu pitié sur le coup. Et, bon, j'en avais pas besoin et je l'ai pris quand même. C'est peut-être, bon, ça s'est avéré une réussite. Oui, l'avant-centre uruguayen, avec 7 buts inscrits depuis le début de la saison, fait désormais les beaux samedis du CO Le Puy. En dépit d'une certaine nonchalance, le grand Carlos est toujours là où il faut, quand il faut, pour conclure. Et puis, autre atout majeur, Ndomba, un Congolais naturalisé français. À Marseille, il passait le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants. Ici, ce milieu de terrain offensif a littéralement explosé. Un dribble déroutant, le sens du but. Après Acosta, c'est l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe, dont il est devenu le capitaine. Jean-Luc Lemonnier, au Havre, il n'avait pas eu sa chance. Ailier extrêmement rapide, qui joue aussi bien à droite qu'à gauche, parfaitement intégré dans l'équipe du Puy, il s'est révélé d'une grande efficacité avec 6 buts inscrits. Les inconnus d'hier, Acosta, Ndomba et Lemonnier, voient leur cote monter en flèche à la bourse des joueurs. Des gars comme Acosta, Ndomba, Lemonnier, que ces anciens clubs ne sont pas lui fait confiance. Il y a un pagaille en France. Ce qui manque, c'est lui donner confiance à ces joueurs parce qu'il y a beaucoup de talents, même en deuxième division. Bon, c'est ça qu'ils sont réussis ici et la preuve, je suis sûr que pour la saison prochaine, on va avoir du mal à garder ces joueurs. Pour moi, c'est une question de confiance, de mettre aux joueurs à l'aise sur un terrain, dans la vie. Et à partir de là, je pense que les gars, ils vont réussir, c'est sûr. Ajoutez la présence d'Hector Bargas, le frère de l'entraîneur, un libéraux, brillant technicien, très collectif, qui déçoit rarement, et vous aurez fait le tour des cartes maîtresses de cette équipe du Puy. Équipe très homogène, qui pour l'instant aligne la meilleure défense et la meilleure attaque de son groupe. Autant dire que l'explosif tandem Chaise-Bargas se frotte les mains, avec une équipe de laissés pour compte et le plus petit budget du championnat, tout juste 4 millions de francs, soit 6 fois moins que Saint-Etienne, le COP joue les premiers rôles. Avec cette association, l'événement au Puy, c'est le football. C'est vrai que pour la ville, c'est une révolution, mais c'est vrai aussi que j'en suis le premier satisfait, puisque je m'aperçois que tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du public, au niveau des élus municipaux et départementaux, j'ai une aide et je ne pouvais même pas penser avoir une telle aide il y a simplement 2 ans. Et aujourd'hui, tout le monde non seulement me suit, me pousse, et j'ai même l'impression qu'il y en a qui sont en train d'aller plus loin que je voulais aller. Autre retombée des succès du CO Le Puy, le nombre des jeunes attirés par le football a doublé en l'espace d'une saison et un centre de formation devrait bientôt être créé. Et puis, côté équipement, on s'efforce de suivre. Dans quelques mois, les nouvelles stars du volley auront un stade de 10 000 places. Tout est prêt, on peut rêver de première division. Hugo ne s'en prive pas, car pour lui, une telle référence servirait d'autres ambitions. Bon, pour l'avenir, c'est sûr que mon rêve, c'est un jour pouvoir entraîner l'équipe nationale d'Argentine. C'est mon rêve depuis 3 ans. Je suis persuadé qu'il deviendra, peut-être pas tout de suite l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine qu'il rêve d'être, mais un très très grand entraîneur. En tout cas, il n'a laissé que des bons souvenirs, notamment à Nantes, lorsqu'il jouait au centre de la défense du Football Club de Nantes. Alors le Puy, c'est donc l'une des équipes surprises de ce groupe A. Il y en a une autre, et à tout seigneur, tout honneur, cette équipe alésienne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est actuellement leader du championnat. Il était donc normal que Yves Kupferminck se déplace pour aller voir la rencontre au sommet. C'était samedi. Alès recevait sur son terrain l'équipe justement de Saint-Etienne, favorite du groupe. 11 000 spectateurs au stade Pierre-Pibarot, il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu cela dans les Cévennes. Il faut dire qu'Alès est un surprenant leader du groupe A. Quant aux Verts, il reste les Verts, même à la 4e place de ce même groupe. D'entrée de jeu, l'inexpérience de cette jeune équipe d'Alès va lui coûter cher sur ce coup franc de Ferry. Daniel est tout seul au point de pénalty en dépit de ses 162 cm. C'est de la tête qu'il ouvre la marque.
4 minutes de jeu donc et Saint-Étienne mène déjà 1-0. Un handicap initial qui aurait découragé bien des équipes, mais pas celle d'Alès qui au contraire va repartir de l'avant grâce notamment à son milieu de terrain, Victor Da Silva, qui va prendre de vitesse toute la défense stéphanoise. Un centre au deuxième poteau, remis de la tête en retrait par Chantreuil pour José Martinez, le frère du Marseillais Antoine, qui malheureusement rate complètement sa reprise de volée. Un match plaisant qui va d'un but à l'autre et de chaque côté on n'hésite pas à tenter sa chance de loin, comme ici Ribard qui de 30 mètres force Palu à mettre en corner. On reproche souvent aux joueurs français de ne pas tirer suffisamment au but. Hier, ce n'était pas le cas. Ici, c'est Barbera qui, de 25 mètres, tire de très peu au-dessus. On joue depuis 35 minutes et sur le dégagement de Castaneda, les Verts vont montrer leur maîtrise collective. Le ballon va être récupéré par Peslon, ouverture de Ferry sur le côté gauche. Bellus va laisser derrière lui pour pour Daniel, un centre parfait pour Mila qui s'est bien engagé et Saint-Étienne mène 2-0. Une action remarquablement construite et un nouveau but pour Roger Mila, le 4e depuis le début de la saison. 2-0, c'est la marque à la mi-temps, mais à la reprise, changement de décor. Les Cévenols, sans doute vexés d'être ainsi dominés sur leur terrain, vont passer à la vitesse supérieure avec encore Victor Da Silva qui résiste à Daniel. Un petit centre en retrait pour Amouyol et Saint-Étienne ne mène plus que 2-1. C'est du délire dans les tribunes comme sur leur terrain. Sur le terrain et sur leur lancée, les joueurs d'Alès vont rater d'arrière l'égalisation 10 minutes plus tard sur ce corner. Patrick Cabanel, le grand stopper, va voir sa tête repoussée par l'angle du but stéphanois. Pas de chance pour cette équipe chère au président Sadoul, d'autant qu'à la 68e minute, sur l'une des rares contre-attaques stéphanoises, Roger Mila va ouvrir pour Jean-Luc Ribard, dont c'était la rentrée. Une petite pichenette et à nouveau 2 buts d'avance pour Saint-Étienne. Il reste 20 minutes à jouer, autant dire que c'est pratiquement terminé pour les Alésiens, qui auront tout de même le mérite de ne jamais baisser les bras. Exemple, sur la remise en jeu, on retrouve le duo Da Silva-Amouyal, un contre favorable, un nouveau centre du meneur de jeu pour José Martinez, dont le tir s'écrase à nouveau sur l'angle du but stéphanois. Et ce n'est pas fini, les Alésiens récupèrent le ballon qui va parvenir à Gudimar, l'avant-centre et capitaine. Un contrôle de la poitrine, reprise de volée en pivot, c'est dur à réaliser. En tout cas, ça ne surprend pas Castaneda. Castaneda qui en fin de partie va prouver qu'en plus de la chance, il a aussi de superbes réflexes sur un nouveau tir d'Amouyal. Victoire donc 3-1 de Saint-Étienne, un petit exploit d'autant qu'Alès était resté 9 heures sans prendre le moindre but. Alors victoire à l'extérieur de Saint-Étienne à Alès donc et aussi de Thonon. Thonon à Béziers, Thonon qui fait un joli parcours, un but de fort a permis aux Savoyards de l'emporter à Béziers. Bon match nul de 7 à Tours, de Nîmes au Puy, du Red Star de Cannes et de Chaumont respectivement à Montceau-les-Mines, à Istres et à Grenoble. Au classement, Alès est donc toujours leader, Le Puy et Saint-Étienne suivent à 1 point, Thonon et 7 à 2, Nîmes, Montpellier et Lyon à 4 points. Rien n'est joué dans ce groupe A. Dans le groupe B, à présent, victoire à l'extérieur pour le leader, le Racing de Paris à Angers. 2 nouveaux buts de Kabongo qui porte son total à 15 contre un but de Martin. Et victoire également à l'extérieur de Rouen à Besançon, but de Chebel, Desportes et Guyon contre un but de Goba. Lorient a gagné le derby contre Quimper, but de Ferrigno contre son camp et de Nelson pour Lorient, but de Letema Ulu pour Quimper. Gros score pour Limoges contre Dunkerque, à noter que les 7 buts ont été marqués en deuxième mi-temps. Au classement, le Racing de Paris devance Guingamp de 2 points, les deux clubs étant toujours invaincus. Reims, Mulhouse et Quimper sont à 7 points. Là, la situation est beaucoup plus claire que dans le groupe A. On passe maintenant au football international. Vous savez qu'il y a eu 6 rencontres, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui se sont déroulées cette semaine. Et du reste, il s'en est déroulé une 7e, mais là, ça n'était pas pour l'Europe, elle s'est déroulée hier. Et à Taïf, en Arabie Saoudite, les Émirats d'Arabes Unis ont battu l'Irak par 2-1. Mais comme au match aller, c'est l'Irak qui s'était imposé 3-2, les deux équipes étaient donc à égalité, il a fallu avoir recours au tir au but et c'est l'Irak qui s'est qualifié. L'Irak affrontera donc la Syrie en demi-finale, c'est en fait une des 2 finales de ce groupe asiatique. Le vainqueur ira au Mexique entre l'Irak et la Syrie.
L'autre demi-finale opposera le Japon à la Corée du Sud. Là encore, le vainqueur sera qualifié pour Mexico 86. Au sujet de Mexico 86, vous savez qu'il avait été question à la suite des terribles événements qui ont marqué le Mexique de savoir ce qu'il fallait faire avec ce mondial. Les Mexicains tenaient à l'organiser. Pour l'instant, la FIFA a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, ce championnat du monde aurait lieu au Mexique. Une commission d'enquête va se déplacer le 9 octobre sur place pour voir ce qu'il en est. Mais je crois que ce serait, comme nous l'avions dit tout de suite lors de Sport Dimanche Soir la semaine passée, ce serait un nouveau coup dur pour le Mexique si ce championnat du monde n'avait pas lieu en terre mexicaine. Nous souhaitons pour notre part qu'il ait lieu là-bas. Nous allons maintenant revenir sur ces matchs de qualification et en compagnie de Philippe Huy, regardez le plus important, c'est celui qui s'est déroulé hier soir, 19h en Yougoslavie. La Yougoslavie recevait la RDA, c'était capital pour le groupe 4, le groupe de la France. Et cette rencontre s'est déroulée au Stade de l'Armée à Belgrade devant 40 000 spectateurs. Un match donc de qualification pour la Coupe du Monde, ça se lit même très bien en yougoslave, entre la Yougoslavie et la RDA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Yougoslaves ont davantage soigné leurs images que leur jeu. Et on s'en est aperçu après moins de 2 minutes, puisque ce sont les Allemands de l'Est qui vont se créer la première action sérieuse. À la suite de ce petit centre de Zotche, vous allez voir une hésitation dans la défense yougoslave, et cela a failli faire mouche sur ce tir de Ernst qui passe de très peu à côté. La réplique des Yougoslaves va être immédiate, avec notamment un tir de Nikolic de 20 mètres qui passe lui aussi de peu au-dessus des buts est-allemands. Madame est soucieuse, les deux gardiens s'occupent comme ils peuvent. Müller, le capitaine de la RDA, s'échauffe. Quant à Lukokian, qui lui fait ses débuts en sélection, il a l'air beaucoup moins serein. Et pourtant, on rentre à ce moment-là dans la période la plus favorable pour les Yougoslaves, c'est-à-dire à partir de la 20e minute. Vous allez voir une première occasion pour Škoro, qui tire lui aussi bien au-dessus des buts de Müller. Les Yougoslaves font le forcing. On passe maintenant à la 23e minute. Et vous allez voir Bazdarevic qui tire de toutes ses forces, un petit peu trop haut probablement, puisque la balle est passée bien sûr au-dessus des buts, mais probablement même au-dessus des tribunes. Milutinovic a le sourire crispé, d'autant que les Allemands de l'Est n'ont pas l'intention d'abandonner les 2 points de la victoire. C'est bien normal. Et vous allez voir une superbe action collective des Allemands de l'Est. Elle est partie sur le côté gauche avec Zotche et Pils. En fait, presque tous les Allemands vont toucher ce ballon pour un centre de Kirsten et une tête de Minge qui passe à quelques centimètres des buts de Lukokian. En fait, les deux équipes cherchent à marquer, elles cherchent le chaos. Résultat, on a beaucoup d'occasions de part et d'autre. Là, c'est la 4e en 7 minutes et celle-ci, comme 2 des 3 précédentes, elle va être apportée au crédit des Yougoslaves. Un super numéro de Bursak face à Senger. Bursak réussit à passer, il centre. Malheureusement, Gračan rate complètement son contrôle. Milutinovic sent le danger, ses joueurs commencent à faire des erreurs et là vous allez voir une erreur d'une passe très mal assurée et Kirsten a failli, malgré ce tacle raté de Kapetanovic, tromper le gardien yougoslave qui doit tout de même s'y prendre à 2 fois pour prendre ce ballon. 35e minute maintenant et le premier grand malheur yougoslave. Vous allez voir une superbe détente de Bursak. Suivez bien Bursak, car à la suite de ces 2 têtes, c'est encore lui qui récupère le ballon, tire instantanément et sur le poteau, Müller touche la balle de la tête. Vraiment là, Bursak aurait mis un but d'anthologie comme on dit et il s'en rend compte. Vous allez voir la phase terminale de cette action et ce tir. Un tir sur le poteau. Müller, en retombant, touche la balle de la tête, mais heureusement pour lui, il n'a pas renvoyé cette balle dans ses buts. 0-0 donc après 45 minutes qui n'ont pas emballé Safetić. Vjerovatno iz tog razloga što ipak u ovoj ekipi se nalazi nekoliko igrača koji debituju i uglavnom je to veoma mlada ekipa bez naročitog iskustva. Je pense que l'équipe yougoslave, ils ne sont pas tellement bien joués parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de débutants qui jouent le premier match. C'est comme ça, ils ne sont pas beaucoup de matchs qui pourront réussir à jouer et faire des matchs comme les joueurs anciens. Vous regrettez de ne pas jouer ce match?
Pa nije baš, da me selektor pozvao, ne bi me mnogo obradovao, s obzirom da znam da u ovom trenutku Jugoslavije ne može da se napravi dobra ekipa. Alors, je ne sais pas, parce que même s'il m'a appelé le sélectionneur Milutinovic, je ne sais pas si je pouvais bien jouer avec cette équipe, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas composer une belle équipe. Bien vu sa fête, car la deuxième mi-temps yougoslave va être galère, comme l'on dit aujourd'hui. 40 buts, et c'est le premier but yougoslave, une superbe action de Tom, qui résiste à Elsner et qui marque donc ce premier but. 1-0 pour RDA. Tom peut être content, car à ce moment-là, bien sûr, la RDA est toujours en course pour pouvoir aller à Mexico. Après la petite musique qui annonce le ralenti, ce superbe tir de Tom, donc, est 1-0 pour la Yougoslavie. Tom a failli marquer un deuxième but sur coup franc, mais Lukotian a bien pris ce ballon. Les Yougoslaves à ce moment-là sont dans les brumes et ils vont en sortir un très court instant à la suite de cette action. Nikolic pour Škoro qui contrôle de la poitrine, mais Müller est bien sorti et finalement donc la RDA est toujours en tête, 1-0. Elles vont même marquer un deuxième but à la suite de cette action et un exploit personnel de Tom qui a le ballon. Regardez bien ce qu'il fait. Là, il s'aperçoit que finalement le mieux c'est de faire une petite talonnade. Kirsten qui efface bien Senger, un centre de Kirsten et une superbe reprise, 2-0. Deuxième but de Tom, qui là a confirmé qu'il était un grand espoir et un grand joueur même maintenant du football allemand de l'Est. Il a marqué le premier but d'un boulet du droit et là regardez bien, le deuxième c'est d'une superbe reprise du gauche qui le marque. La RDA a même failli marquer tout de suite après un troisième but sur cette tête de Kirsten, bien arrêté par Lukotian, mais le gardien yougoslave va être moins énergique sur l'action suivante, car à ce moment-là, on ne voit plus bien sûr que l'Allemagne de l'Est. Vous allez voir, une balle pour Minge, un centre, une claque en fait de Lukotian, là qui a failli coûter cher donc aux Yougoslaves, mais heureusement Kaplic a pu sauver sur la ligne. Un corner de Libers, une occasion pour Lukotian de reprendre confiance et en fin de partie, on va tout de même revoir les Yougoslaves se ressaisir avec cette action. Bursak, Vujovic maintenant, qu'on a beaucoup moins vu que contre Metz, Nikolic et un nouveau contrôle de la poitrine de Škoro, mais la balle va aller en corner. Et là on peut parler des nouveaux malheurs yougoslaves, car regardez bien sur ce corner tiré par Škoro, c'est Bursak qui saute plus haut que tout le monde et qui met cette balle sur la transversale. Müller peut récupérer ce ballon, mais c'est vrai que là, les Yougoslaves n'ont pas eu de chance. Pourtant, Bursak avait bien sauté. Müller était battu. Djurovski n'a pas pu reprendre ce ballon. Pas de chance donc. Et la période noire des Yougoslaves va continuer. On est à la 75e minute maintenant. Une action Djurovski-Škoro. Une belle passe de Škoro pour Djurovski qui tire sur Müller. La balle va être récupérée par Vujovic qui marque. Mais vous allez voir, bien sûr, l'arbitre, M. Miminashvili, refuse ce but. Les Yougoslaves ne sont pas contents de la décision de l'arbitre. Et ils ont peut-être raison, car au moment de la passe de Škoro, il semble bien que Zöce couvre les attaquants au maillot bleu. Enfin, c'est difficile à juger, car la caméra n'était pas dans l'axe et elle ne permet pas de voir tout le monde. Suite des malheurs yougoslaves maintenant sur ce corner, regardez bien, la balle va revenir et vous allez voir un loupé à 3 mètres des buts de Müller, un centre de Vujovic, la balle qui passe devant tout le monde, et Djurovski, il est à 3 mètres et il la met 10 mètres au-dessus. C'est vraiment pas possible, c'est ce qu'a l'air de se dire Djurovski qui était rentré en deuxième période. 79e minute maintenant, on approche donc de la fin et une embellie, si l'on peut dire, dans tous ces malheurs yougoslaves, qui va se traduire sous la forme d'un but refusé, car il semble que Kirsten était hors jeu. Là aussi, ce n'était pas évident. Enfin, 2-0 à 10 minutes de la fin, on pense que ça va tout de même suffire à la RDA. 83e minute, un centre, une tête de Radavanovic et un superbe
tir de Škoro qui permettent à la Yougoslavie de revenir à 2-1. Et regardez bien ce règlement de compte entre Kaplic et Minge dans la surface de réparation, vous le voyez, ce qui permet tout de même à Škoro de marquer. Mais là aussi, l'arbitre aurait pu refuser ce but, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé des choses pas très catholiques. Et puis, en fin de période, un penalty sifflé contre la RDA à 2 minutes de la fin précisément. Donc, les Yougoslaves avaient une occasion en or de revenir à égalité, mais Gračan rate son penalty. Tout au moins, c'est Müller, le grand héros de cette partie, qui a sorti cette balle. Quant à Gračan, lui, ça a été le grand malheureux. Lagan meč za reprezentaciju Francuske, s obzirom da je Jugoslavija izgubila ovim porazom sve šanse za svjetsko prvenstvo. Prema tome mislim da je večeras sve odlučeno. Bugarska se već kvalifikovala, druga reprezentacija će biti Francuska sigurno. Je crois que tout est décidé ce soir. Je crois que c'est l'équipe de France qui va se qualifier comme la deuxième équipe au Mexique. Merci. Voilà donc où on en est dans ce groupe 4 après le match d'hier soir que vous a commenté donc à l'instant Philippe Pouy. Vous voyez donc le classement, Bulgarie déjà qualifiée, derrière tout est encore possible, mais la France a encore 2 rencontres à disputer. On le sait, il faudra faire le plein de buts contre le Luxembourg. Ça aura lieu à la fin du mois d'octobre au Parc des Princes, et ensuite il y aura ce fameux match France-Yougoslavie qui évidemment ne prend plus le même aspect de finale du groupe, avec le résultat des Yougoslaves, donc battus chez eux. Les Allemands de l'Est leur ont rendu l'appareil, puisque au match aller, vous en souvenez, eh bien c'est la Yougoslavie qui était allée gagner en RDA. Nous allons maintenant regarder les autres rencontres qui se sont déroulées mercredi dernier, en commençant par les rencontres du groupe 2, un groupe 2 dans lequel la République fédérale allemande s'est qualifiée justement mercredi. Mais d'abord, Tchécoslovaquie contre Portugal, avec 2 équipes qui ont pourtant un joli passé en Coupe du Monde, mais qui vraisemblablement ne seront ni l'une ni l'autre au Mexique, malgré ce joli but de Ruska, qui donne la victoire à la Tchécoslovaquie, 1-0, but marqué à la 20e minute. Les Portugais et les Tchécoslovaques n'ont qu'une toute petite, une infime chance de se qualifier, car derrière la RFA, c'est la Suède qui est l'équipe la mieux placée. La Suède, justement, qui recevait la République fédérale allemande à Stockholm. Un joli match avec 2 mi-temps tout à fait différentes. Corner de Lidbarski, tête de Rudi Völler. Le gardien de but suédois Ravelli n'est pas exempt de reproches sur cette balle qui lui file un petit peu entre les mains. 1-0 donc pour la RFA. 20 minutes plus tard, encore Lidbarski qui subtilise le ballon à un défenseur suédois, lui fait un nombre incalculable de gris-gris dans la surface de réparation, centre en retrait, frappe de mulet de Herget et 2-0 à la 40e minute pour la République fédérale allemande qui, d'après toutes les dépêches, a survolé cette première mi-temps. La RFA de Franz Beckenbauer qui marche très fort actuellement, une équipe ouest-allemande, rappelons-le, qui n'a jamais perdu un match de qualification comptant pour une Coupe du Monde, jamais depuis que la Coupe du Monde existe. C'est vous dire la force de cette sélection. Je crois qu'il y a 32 victoires et 4 matchs nuls, avec ici un but marqué par Corneliusson, peu après l'heure de jeu, 63e minute. Corneliusson qui devance la sortie de Harald Schumacher, et du bout du pied, du coup de pied même, marque à la 63e minute. Et les Suédois, après que l'on ait revu sous un autre angle ce but de Corneliusson, les Suédois vont égaliser à la toute dernière seconde de la partie grâce à un joli but marqué par Magnusson qui était rentré en jeu en cours de match à la suite d'une belle action collective et d'une pichenette à la Giresse. 2-2 donc, et la RFA et la Suède qui devraient logiquement se qualifier dans ce groupe 2. Il reste pour la Suède à aller gagner contre la Turquie, ce qui ne devrait pas être au-dessus des forces des Suédois. « 2-2 donc, Suède, RFA. Dans le groupe 3, Finlande-Turquie, un groupe qui est dominé par l'Angleterre, qui est déjà pratiquement qualifié, et un seul but marqué à la 37e minute par le Finlandais Rautanen.
à la suite d'un centre-tir qui lobe complètement Yazar, le gardien turc. On a l'impression, quand on voit ces images, que le gardien se met le but lui-même, mais on va voir au ralenti qu'il est proprement lobé, pas trop bien placé le gardien turc, et il ne peut pas toucher ce ballon qui va mourir dans le petit filet. Et la Finlande bat la Turquie par 1-0. Luxembourg-Bulgarie à présent dans le groupe 4, avec un premier but marqué par Ehlers contre son camp, une superbe tête dès la 3e minute. Ça commence mal pour le Luxembourg. Et 24 minutes, ça continue de mal en pis, puisque Barboni marque lui aussi un but contre son camp, juste avant la demi-heure de jeu. 2-0 pour la Bulgarie, avec 2 buts marqués par les Luxembourgeois contre leur camp. C'est dur. Le match, en tout cas, est joué. La supériorité des Bulgares est écrasante. Ils vont même réussir à marquer un 3e but par Dimitrov. Un vrai but, celui-là, si j'ose m'exprimer ainsi. À la 32e minute de la partie, un petit décrochage, ça n'est rien, ça va s'arranger. Voilà. 3-0 donc pour le leader du groupe et un penalty du joueur de Quimper, Langers, qui ramène la marque à 3-1. Mais le Luxembourg est battu et la Bulgarie est qualifiée. URSS-Danemark enfin dans le groupe 6 avec un seul but marqué à la 50e minute en deuxième période par Protasov après que Blokin ait manqué une bonne demi-douzaine d'occasions. Dans ce groupe très ouvert, l'URSS, le Danemark, l'Air et la Suisse même peuvent encore espérer se qualifier. Mais il semble bien que l'URSS et le Danemark soient les favoris logiques pour la qualification dans ce groupe 6. Alors un autre match était très attendu en ce mercredi, c'est celui de Séville. À Séville, en effet, l'Espagne n'était plus qu'à 90 minutes du bonheur. Pour cela, il fallait aux Espagnols battre l'équipe d'Islande. Jean-Michel Larquet s'était donc rendu à Séville pour voir comment allait se passer cette rencontre décisive pour le football ibérique. Séville, un grand souvenir pour le football français. C'était il y a 3 ans. Séville, c'est aussi la ville fétiche du football espagnol et notamment le stade Benito Villamarín. C'est dans la capitale de l'Andalousie que les Espagnols avaient arraché leur qualification pour l'Euro 84. Ce mercredi, ils cherchaient leur billet pour le Mondial 86. Condition indispensable, battre l'Islande. Un contrat apparemment facile. Et le gardien Zubizarreta s'apprêtait à passer une soirée somme toute tranquille. Aussi, quelle estocade quand après 25 minutes, Thorbjörnsson catapulte le ballon sous la transversale de Zubizarreta. Un match qui devenait une course-poursuite. Ce fut plus difficile que prévu. Dès l'instant où les Islandais menaient au score, ils troublaient nos calculs. En guise de calcul, les Espagnols vont alors se jeter dans la bataille avec leurs 2 fers de lance. Le Sévillan Hipólito Rincón, plutôt dans le style bélier, et surtout la nouvelle étoile qui brille au firmament de la couronne du Real Madrid, Emilio Butragueño, le successeur de Santillana au poste d'avant-centre. Même Goicoechea, venu du fin fond de sa défense, devait y aller de sa patte gauche, mais dans les buts, Sigurdsson stoppait toutes les tentatives. Si ce n'était le gardien, c'était la maladresse. Et à 1 minute du repos, quand Rincón manquait le but grand ouvert, tout le monde redoutait le match piège. Mais 30 secondes plus tard, sur une dernière offensive de Gordillo, Rincón, après un contrôle en pivot, voyait son tir mourir au fond des filets. Rincón exultait, Séville reprenait espoir et Manolo, le supporter numéro 1, promettait aux 52 000 spectateurs le visa pour Mexico. Dès la reprise, l'Espagne maintenait le pressing et les courageux Islandais n'allaient craquer qu'une seule fois. Une incursion de Gordillo. Un centre. Une reprise manquée. Le ballon est repoussé. Mais il va revenir aussitôt sur ce même Gordillo qui, d'une demi-volée croisée, expédie toute l'Espagne au paradis. C'est une victoire très importante dans un groupe qui comptait l'Écosse et le Pays de Galles. Terminer premier, c'est une référence. La victoire assurée,
On pouvait alors découvrir le talent de Butragueño, vif, rapide, doué techniquement, lucide, de la graine de super. Ah, je le crois, et l'Espagne l'espère. Mais jusqu'au bout, l'Espagne va trembler jusqu'à ce coup franc de Sigurvinsson arrêté par Zubizarreta. Mais Séville a encore porté chance au football espagnol. Gallego, Rincón, Sarabia, Goico et toute l'Espagne iront au Mexique pour oublier le Mondial 82 et confirmer une place de finaliste dans l'Euro 84. En tout cas, les Espagnols, eux, sont qualifiés. Souhaitons que leur vainqueur dans cet Euro 84, c'est-à-dire l'équipe de France qui n'est plus celle de Michel Hidalgo mais celle d'Henri Michel, réussisse à obtenir le même résultat et à se qualifier. Mais pour cela, de toute manière, comme vous l'avez vu, il faudra attendre le 16 novembre. Un coup d'œil à nouveau sur la grille du loto, c'était la première donc. Il y en aura une autre pour la prochaine journée. Prochaine journée vendredi et samedi prochain. Ce sera la 14e journée. Le leader aura un déplacement difficile en Bretagne contre le Stade Rennais. Et à propos de ce loto dont on connaîtra les premiers résultats au milieu de la semaine, mardi, je vous présente, et ce sont les amis des Girondins de Bordeaux qui proposent ce journal, Toto Loto. C'est-à-dire, c'est un journal sur le loto et sur le football, bien sûr, proposé par les Girondins de Bordeaux. Il paraît le mercredi et il coûte la modique somme de 5 francs. Celui-là, c'est pas un journal gratuit, c'est pas un journal vendu gratuitement, plus exactement. C'est un véritable journal que l'on se procure pour 5 francs. Tiens, pendant que j'y suis avec les journaux, un autre journal, mais alors très sérieux, celui-là, c'est le journal, le bimensuel breton du football. Il s'appelle Ouest Football. C'est l'officiel de la Ligue de l'Ouest. Le bimensuel, donc, il paraît 2 fois par mois et il y a tous les résultats du football intéressant la Bretagne. Et puis, puisque j'y suis encore, pour terminer, eh bien, l'œuvre du phénoménal Eugène Sacomano, notre superbe confrère d'Europe numéro 1, c'est son almanach, Football 85, Eugène Sacomano, c'est toute la saison. Ça paraît aux éditions numéro 1 avec Platini et Giresse en couverture. Reste à savoir si cette photo a été prise au match aller ou au match retour. Vous aurez la réponse à l'intérieur. Voilà, eh bien, ce téléfoot touche à sa fin. Je voudrais, ah oui, Jean-Michel Lelio m'en voudrait si j'avais oublié ça. Oula. Je voudrais vous donner le programme. Alors, le programme des émissions sportives, il n'y aura pas de sport dimanche cet après-midi, je crois que vous le savez, mais il y aura un très bon sport dimanche soir, ce soir, après le film. Et en ce qui concerne la semaine, 2 grands rendez-vous concernant le football, un multifoot international concernant les matchs retour de Coupe d'Europe vous sera proposé sur TF1 mercredi 2 octobre avec un programme de choix. Et puis vous aurez également un autre multifoot national, celui-là, pour la 2e expérience du loto au football. Ce sera vendredi soir dans les mêmes conditions. Donc 2 rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine, mercredi et vendredi, si vous vous passionnez pour le football et si vous voulez savoir ce qui se sera passé en Coupe d'Europe et en championnat. Merci de nous avoir prêté attention. Nous terminons maintenant là ce téléfoot, 286e du nom, en vous souhaitant de passer un bon dimanche après-midi et de rester fidèle à l'écoute des programmes de TF1. Merci, bon après-midi, à la semaine prochaine. Septième minute.